Hop, un peu de ça, un peu de ça. Philibert, pourquoi mon séquenceur ADN, qui est estimé à 4 millions de dollars, on te rappelle quand même, est branché sur le moulinex de la cuisine? J'ai mis du Monster, 2 cuillères de créatine. Non, c'était pas ma question, qu'est-ce que tu fous? Et je veux devenir un Fury. Tu veux Ok, d'accord. Par contre, tu vas me lâcher ça tout de suite! Avant de vouloir t'implanter quoi que ce soit, faut déjà que tu comprennes dans quel genre de machine t'habites. L'être humain est l'un des prédateurs les plus terrifiants que cette planète ait jamais porté, et c'est précisément parce qu'il a pas de poils. Écoute bien, parce que c'est un truc qu'on n'enseigne jamais assez. Nous sommes les champions absolus de ce qu'on appelle la chasse à l'épuisement. On n'est pas les plus rapides au sprint, une antilope nous trace très facilement. On est loin d'être les plus forts, parce que se battre contre des éléphants, je te jure que tu vas pas gagner. Mais sur une longue distance, sous un soleil de plomb, un homo sapiens en bonne santé peut techniquement traquer n'importe quel quadrupède jusqu'à ce que l'animal s'effondre d'une crise cardiaque due à l'hyperthermie. Y a pas besoin de pièges, pas besoin d'armes élaborées, juste tu marches et tu tues. Et il y a des peuples qui le font encore aujourd'hui, ça. Le super pouvoir qui rend tout ça possible, c'est exactement ce que tu essayes de tège avec ton smoothie avec des poils de chat. C'est notre peau nue. On possède entre 2 et 4 millions de glandes sudoripares écrines réparties sur la quasi-totalité du corps. Quand nos muscles s'emballent, on sécrète de l'eau salée à la surface de la peau. Et c'est là qu'intervient une des propriétés physiques les plus fascinantes qui existent, la chaleur latente de vaporisation. Pour qu'un seul gramme d'eau liquide passe à l'état gazeux et s'évapore de ta peau, il doit absorber environ 2260 joules d'énergie thermique. C'est colossal. En s'évaporant, cette sueur va pomper littéralement la chaleur en dehors de ton sang à un débit que quasiment aucun autre système de refroidissement biologique ne peut égaler. Attends, mais si je comprends bien, mon corps c'est un espèce de gros PC en water cooling, c'est ça? C'est bizarre comme analogie, mais ouais, c'est pas totalement faux. Ton sang va agir comme un liquide de refroidissement. Il va conduire la chaleur de tes muscles vers la surface de la peau et tes millions de pores vont dissiper l'énergie dans l'air par évaporation. C'est exactement ça. Pour rester en vie, le stockage net, delta S, doit impérativement rester proche de zéro. Toute la chaleur produite par M doit être évacuée en permanence. Et c'est le terme E, l'évaporation, qui fait le gros du travail à partir du moment où tu bouges sérieusement. Maintenant, imagine que tu recouvres un bipède humain d'une couche dense de fourrure animale. Ce que ça fait à cette équation, c'est que concrètement, ça va juste te tuer. La fourrure, c'est pas juste un pull, c'est un isolant thermique perfectionné par la nature sur des millions d'années. Elle emprisonne une couche d'air mort, totalement immobile, directement contre la peau. Le convecteur C tombe à zéro, le vent ne peut plus balayer ta chaleur. Et pire encore, l'évaporation E est annihilée. Ta sueur va stagner, tremper ta fourrure à la racine, créant un microclimat tropical poisseux sous ta propre peau. Ton water cooling va être HS, M va continuer de produire de la chaleur et delta S va exploser à la hausse. Ce qui va causer une hyperthermie inévitable liée à l'activité physique dès que tu vas juste bouger ton cul de ta chaise. Ouais, mais si je suis un loup-garou stylé, je m'en fous de transpirer, je fais comme les chiens quand ils ont chaud, je tire la langue. Alors relève-toi parce que vraiment t'as l'air con. Le halètement, techniquement la thermolyse par les voies respiratoires supérieures, alors c'est mignon, déjà quand c'est un chien qui le fait, quand c'est un humain c'est très bizarre, je te jure, refais ça encore une fois et tu finis à la cave sans jamais revoir la lumière du soleil. Sauf que les loups et les chiens ont une anatomie crânienne spécifiquement conçue pour ça, un truc que tu n'as pas. Les canidés possèdent un museau allongé contenant des cornets nasaux géants, des structures osseuses en spirale recouvertes d'une muqueuse ultra vascularisée. Quand un loup halète, l'air passe sur cette surface d'échange gigantesque et refroidit le sang qui remonte directement vers son cerveau via un réseau d'échange à contre-courant. C'est un radiateur intégré dans la tête. Toi, Philibert, t'as une face plate de primate avec un nez minuscule. La surface d'échange thermique dans ton crâne est incomparablement suffisante pour refroidir 80 kg de viande bipède. Et là, il y a un deuxième problème qui est très spécifique à la bipédie. Marcher sur deux jambes demande à tes fessiers et à tes quadriceps, les muscles les plus massifs de ton corps, de travailler en permanence contre la gravité. Tu génères une chaleur métabolique M monstrueuse par rapport à un quadrupède de taille similaire. Si tu t'implantes un pelage complet, tu vas désactiver ton water cooling épidermique sans avoir le radiateur nasal du canidé pour compenser. Tu as le pire des deux mondes. Est-ce que tu sais ce qui se passe quand il y a un bipède qui peut plus évacuer sa chaleur latente? En moins de 20 minutes d'activité physique légère, donc monter les escaliers, marcher un peu vite, aller chercher ton Uber, ta température interne va franchir les 40 degrés Celsius. Ton cœur va s'emballer de manière chaotique parce qu'il essaye désespérément de pomper le sang vers ta peau pour le refroidir, sauf que ça va pas marcher et ça va créer de l'hypovolémie. À 41 degrés Celsius, c'est l'hyperthermie maligne. Tes protéines cellulaires vont littéralement commencer à se dénaturer. C'est un peu comme le blanc d'un œuf qui va cuire dans une poêle. Tes reins vont s'arrêter, les cellules de ton encéphale vont gonfler et comme ton cerveau est prisonnier dans ta boîte crânienne, il a nulle part où aller, il va commencer à cuire. T'es pris de délire, d'hallucinations, de convulsions avant de sombrer dans un coma irréversible. Tout ça parce que tu voulais être
trop stylées sur les réseaux sociaux. Je te jure que je vais t'en foutre une. Donc si je me mets le skin du loup, je prends un debuff mortel. Arrête de parler comme si t'étais sur Fortnite, frère, c'est chaud. Je sais pas ce que t'as dit, mais par contre, une chose est sûre, c'est que t'auras un infarctus thermique foudroyant sur l'asphalte avant même de toucher ton tacos double viande. La fourrure sur un corps humain, c'est pas une méta, Philibert, hein, c'est une camisole thermodynamique, c'est un cercueil de poils. Mais admettons que tu vives dans un congélateur géant ou en Alaska en hiver et que la thermodynamique te laisse tranquille. Imaginons ça. L'étape suivante serait alors du coup d'intégrer directement de l'ADN animal dans tes cellules pour faire pousser cette horreur. Et là, c'est la génétique moléculaire qui va te faire un énorme majeur. CRISPR-Cas9, c'est une révolution. C'est concret, ça sauve des vies, c'est un système de défense immunitaire bactérien qui a été détourné pour en faire un scalpel moléculaire d'une précision encore inédite jusque-là. La protéine Cas9 est conduite par un ARN de séquençage vers un gène cible sur le brin d'ADN, elle va le localiser, puis elle va le couper avec une précision au nucléotide près. Parfois, on peut y insérer une courte séquence correctrice pour traiter une maladie génétique rare, c'est de la microchirurgie à l'échelle moléculaire. Mais ce qu'on fait avec CRISPR aujourd'hui, c'est des modifications minuscules à l'échelle d'un gène ou deux grand maximum, on va pas greffer l'intégralité d'un plan de construction d'un organe entier depuis une espèce totalement étrangère. Et il y a une raison physique très simple pour laquelle ton opération se passerait absolument pas, c'est l'incompatibilité des karyotypes. Ton corps est codé avec 46 chromosomes. Le loup possède un code source concrètement de 78 chromosomes. C'est pas juste une différence de taille de fichier, parce que les chromosomes humains et canins ont des centromères positionnés différemment, des séquences régulatrices en position différente, des gènes qui régulent l'expression d'autres gènes selon une architecture entièrement différente. Si tu tentes de t'injecter des séquences d'ADN massifs de canidés dans tes cellules souches pour forcer la pousse d'un appendice caudal par exemple, genre une queue, c'est un peu comme si tu essayais de faire tourner un jeu PS5 sur un micro-ondes. Ça va pas marcher et ça va planter et tu vas certainement faire cramer ton jeu. Mais si je force installation, genre je craque le système. Si tu... La biologie, c'est pas vraiment ça, mais on va rester sur l'analogie du gaming, machin, ok, d'accord. La biologie a prévu un anti-cheat absolu que tu peux pas contourner, l'apoptose. L'apoptose, c'est ce qu'on appelle la mort cellulaire programmée. Tes cellules sont pas connes, hein. Chaque cellule de ton corps va surveiller en permanence l'intégrité de ton propre ADN grâce à des protéines de surveillance, principalement la P53, surnommée le gardien du génome. Si elle détecte une corruption massive du code, causée par exemple par l'intrusion grossière de gènes de chien dans tes chromosomes de primates, elle va enclencher un protocole de suicide cellulaire. La cellule va se rétracter sur elle-même, elle va fragmenter ton ADN de manière contrôlée, va emballer ses propres débris dans des petits corps apoptiques et les cellules voisines vont avaler le tout proprement en quelques heures. Il y a aucune trace, aucune tumeur, rien du tout. Ta queue touffue génétique va jamais pousser, parce que les cellules vont juste saboter dès la première division cellulaire, hein, ce qu'on appelle la mitose. Le projet embryologique de chimère va s'effondrer en quelques heures dans le silence de ta moelle osseuse. Et toi, bah tu vas te réveiller avec une légère fièvre en te demandant pourquoi est-ce que ton putain de smoothie il a pas marché. Ok, donc CRISPR c'est mort pour créer de la matière à partir de zéro, mais SF, la médecine moderne c'est une dinguerie, on peut pas modifier mon ADN, on a qu'à faire du crafting, on prend une vraie queue de loup et hop, on la met sur mon... Ouais, non, on va pas faire ça, parce que le crafting cellulaire interespèce... c'est compliqué. La xénotransplantation sauvage. Est-ce que tu sais que la médecine humaine a déjà un mal de chien à gréver un rein humain sur un autre humain, même avec une compatibilité maximale entre deux donneurs et des tonnes d'immunodépresseurs. Et toi, tu vas me dire que tu vas essayer de coller l'appendice d'un canidé sur un primate comme si c'était un accessoire Amazon. Chacune de tes cellules possède une carte d'identité moléculaire, ce qu'on appelle des marqueurs HLA pour Human Leukocyte Antigen, qui font partie du complexe majeur d'histocompatibilité. C'est ce qui permet à tes lymphocytes, tes cytotoxiques et tes macrophages de distinguer en permanence toi de non-toi. Cette surveillance fonctionne 24 h sur 24 depuis ta naissance. Si je te greffe l'appendice d'un canidé, tes lymphocytes vont identifier cette chair étrangère en quelques minutes et ils vont pas lui souhaiter la bienvenue. C'est ce qu'on appelle le rejet hyper aigu. C'est la réponse la plus rapide et la plus violente qui puisse être dans le système immunitaire. Tes anticorps préformés vont alors attaquer directement l'endothélium, des vaisseaux sanguins de cette misérable queue greffée, les tout petites cellules qui tapissent l'intérieur de tes capillaires, le sang va alors coaguler à l'intérieur, même des vaisseaux de la greffe. C'est une thrombose diffuse, microscopique qui se propage sur tout le tissu en quelques dizaines de minutes. Les vaisseaux sanguins de la queue vont noircir les uns après les autres, coupés de toute circulation. Privés d'oxygène et de glucose, massacrés de l'intérieur par tes propres défenses, la chair animale va alors commencer à mourir. C'est la nécrose. Mais si je prends des anti-rejets là, genre les médicaments qu'on donne après les transplantations. Les immunosuppresseurs les plus puissants qu'on connaisse, les cyclosporines, la tacrolimus, les mycophénolates, sont calibrés pour atténuer légèrement une réponse immunitaire entre deux humains proches génétiquement. Pour une xénographie
greffe interespèce non modifiée génétiquement, la réponse est tellement violente que même avec une dose maximale d'immunosuppresseur, tu vas juste avoir un rejet légèrement plus lent. Et en attendant, comme tu as largement compromis tes défenses immunitaires, la moindre bactérie opportuniste peut alors te tuer. C'est un peu pile ou face, hein. Ton système immunitaire va détruire la greffe, ou alors ton système immunitaire va se faire tuer à cause d'une infection banale. Ce qui va se passer en termes de chronologie clinique, c'est à peu près ça. En 48 heures, ta queue de loup va devenir une masse de chair gonflée, violette, parcourue de taches noirâtres. Les vaisseaux nécrosés vont plus alors pouvoir drainer les déchets métaboliques, la gangrène va s'installer, et la gangrène c'est pas juste esthétiquement désagréable, en plus ça pue énormément. Les bactéries anaérobies qui colonisent les tissus morts vont alors produire des toxines qui passent directement dans ta circulation sanguine. La septicémie commence, t'as des frissons, de la fièvre à 40 degrés, chute de tension, défaillance multi-organique, tu vas canner d'une infection généralisée à cause d'une queue en viande de chien qui a été greffée sur tes fesses. C'est une fin difficile à expliquer aux urgences, et difficile à expliquer tout court d'ailleurs. Ouais, mais la méta actuelle est pas si mal. J'aime bien mes chromosomes 46, c'est un bon chiffre, c'est clean, c'est carré, y a pas besoin de gangrène. Mais, on va quand même continuer parce que tu m'as cassé les couilles avec tes furies, donc on va rentrer dans le monde merveilleux du transhumanisme et de la neurocybernétique. Une queue animatronique digne de ce nom, avec fourrure dense, actionneur électromagnétique, gyroscope pour simuler les mouvements naturels, va peser facilement entre 4 et 6 kg. Si on l'attache à ton bassin avec une simple ceinture, la physique mécanique va se rappeler à ton souvenir en permanence. Le pendule métallique va cisailler tes hanches, compresser tes disques intervertébraux L4, L5 de manière répétée et asymétrique, te créer une hernie discale paralysante en moins d'une semaine. La mécanique exige un point d'ancrage structurel absolu et donc il faut fusionner la machine et le squelette. Le processus s'appelle l'ostéo-intégration et il existe réellement, c'est le même principe que pour les implants dentaires en titane ou pour les prothèses de membres amputés. Si je devais le faire, je devrais inciser ta chair au-dessus de ton coccyx, écarter tes muscles fessiers et percer un tunnel directement dans ton sacrum. J'y insérerai alors une monture en titane poreux, parce que le titane poreux c'est crucial, sinon tes ostéoblastes, les cellules constructrices de ton squelette, ne vont pas pouvoir coloniser les microcavités du métal et littéralement fusionner avec, donc c'est primordial. 12 semaines plus tard, l'implant fait biologiquement partie de toi, c'est indissociable, on peut plus l'enlever, c'est fini. La queue robotique serait alors vissée directement sur un ancrage osseux. Ah ok, c'est douloureux, mais comment elle bouge ma queue? Avec une appli? Pas tout à fait, non. Mais avant d'en arriver là, il y a quand même un détail pratique à pas oublier. Un implant qui traverse la peau en permanence, c'est ce qu'on appelle un stoma. C'est une plaie ouverte perpétuelle. La barrière cutanée est rompue à vie. La jonction peau-métal est une autoroute pour les bactéries pathogènes. Tu devras nettoyer la base de ta queue à base de bétadine tous les matins sans exception pour éviter que tu te tapes un staphylocoque doré qui ne s'infiltre le long de l'implant, remonte vers ton sacrum et te file une ostéomyélite ou une méningite purulente. Hygiène de caserne, à vie, c'est un peu le prix d'entrée. Puis pour l'alimentation en énergie des servomoteurs, il faut savoir qu'une batterie externe gâcherait la répartition des masses et créerait exactement le même problème qu'on avait avant avec les moments de force. La vraie solution, la solution propre, ce serait une batterie lithium polymère à haute densité qui serait implantée directement dans ta cavité péritonéale, c'est-à-dire juste à côté de tes intestins. Elle se rechargerait par induction à travers ta peau, un peu comme ta smartwatch. Sauf que les batteries en lithium ont un léger problème de conception qui s'appelle l'emballement thermique. Si tu tombes lourdement sur le ventre, il y aura alors un court-circuit qui va se produire avec les fluides corporels, la batterie va subir une déformation mécanique, elle pourrait potentiellement monter à 600 degrés Celsius en quelques secondes, tu te transformerais littéralement en feu d'artifice humain depuis l'intérieur de ton propre abdomen. Et le plus fascinant, ça reste encore le contrôle moteur, parce que cette queue et tes éventuelles oreilles de loup motorisées qu'on pourrait foutre dans ton crâne bougent à la milliseconde où tu penses à les bouger. Et pour ça, il faut consécuter ton système nerveux central, il nous faut une interface cerveau-machine invasive, un BCI. L'homoncule de Penfield est la cartographie complète de ton corps imprimée sur ton cortex moteur, c'est-à-dire la bande de tissu qui court sur le sommet de ton crâne. Chaque centimètre carré de ce cortex va correspondre à un groupe musculaire précis. Le problème, c'est que l'évolution a oublié de coder une zone pour contrôler une queue. Vraiment qu'elle oublie quoi, c'est dommage. Mais c'est pas grave parce que ton serveur de primate n'a aucun pilote d'installation pour ce périphérique. Concrètement, si tu veux rester encore une fois sur ton truc de gamer, il n'existe tout simplement pas de représentation corticale de l'appendice caudal chez l'Homo sapiens. On va donc utiliser la neuroplasticité pour forcer une adaptation. Je vais donc pratiquer une craniotomie. Retirer un volet osseux pariétal de 5 cm de diamètre pour accéder à ton cerveau, concrètement. Puis à l'aide d'un bras robotique de précision, je vais implanter une matrice de micro-électrodes directement sur les tissus de ta matière grise. Des milliers de fils d'or plus fins qu'un cheveu humain directement enfoncés dans ton cortex. Ces électrodes liront alors les signaux électriques de tes neurones en temps réel, puisque y a pas de neurones de queue dans ton cerveau, on va brancher le système sur la zone corticale qui va contrôler tes orteils. Ou plus accessible anatomiquement, ton sphincter anal. Tu vas devoir passer par contre les 6 prochains mois dans un centre de rééducation neurologique, avec
effectuer des exercices que la décence m'interdit un petit peu de décrire en détail, mais tu vois un peu l'idée, jusqu'à ce que ton cerveau crée de nouvelles connexions synaptiques et réaffecte progressivement cette zone motrice à la commande de ton nouvel appendice. C'est long, c'est douloureux, c'est très certainement très humiliant, et le taux de réussite est relativement expérimental pour pas dire quasiment nul. Tu vas me faire un trou dans le crâne! Oui, mais bon, après, c'est ce que tu veux, non? Pour modifier la structure osseuse d'un crâne de primate afin de simuler un museau de canidé, eh ben il suffit de faire une simple rhinoplastie. Non, je déconne, il faut beaucoup plus que ça parce que ça touche à des cartilages nasaux et ça donnerait un résultat vraiment horrible. Et on a vu des gens qui ont fait des rhinoplasties pour faire des trucs bizarres et ça marche pas très bien. On va plutôt avoir recours à une ostéotomie de type Lefort 3. C'est une chirurgie maxillo-faciale extrême qui consiste à scier littéralement ton visage pour le séparer de ta boîte crânienne, juste en dessous de tes orbites. En coupant les connexions osseuses au niveau des pommettes, les arcades orbitales et la racine du nez, on libère l'ensemble de ton bloc facial. On avance ensuite ce bloc de quelques centimètres vers l'avant à l'aide de vis micrométriques et de plaques en titane pour recréer ce museau allongé. On va fracturer aussi ta mâchoire inférieure pour l'aligner avec la nouvelle géométrie. Ah oui, ici on fait les choses bien quand même. Ta convalescence va impliquer d'avoir des mâchoires scellées avec des câbles d'acier pendant 8 semaines grand minimum. Tu vas te nourrir exclusivement avec des liquides tièdes aspirés à la paille et tu vas prier très fort pour pas choper un rhume parce que si tu éternues, tu vas faire exploser les coutures de ton propre visage. C'est une procédure de 8 à 12 heures dans un risque non négligeable de cécité partielle en plus, où franchement on est bien. Non, en fait, je suis peut-être pas si chaud que ça pour l'opération. Ah non, mais t'as pas forcément le choix. C'est bon, j'ai pris rendez-vous, on va faire ça tranquille. Philibert, reviens. Non, laissez-moi! Laissez-moi!